Alors, merci à vous d'être venus. Bienvenue donc, au CNAM pour cette conférence que l'on dédie à la médiation familiale, plutôt à destination des sages-femmes. Donc, notre intervenante, c'est Madame Catherine Robin, qui est médiatrice familiale installée à Vertou en libéral. Et c'est aussi une formatrice du CNAM. Et nous sommes donc 3 médiatrices familiales en formation. On travaille chacune dans une association conventionnée. Donc, vous verrez après la différence entre conventionnée et libérale. Moi, c'est Émilie, j'ai 32 ans et je travaille dans le Var, parce que j'habite là-bas. Et Jeanne, je te laisse. Oui, donc moi, c'est Jeanne, dans la même promotion qu'Émilie. Et moi, je suis actuellement à l'UDAF, à Vannes. Voilà. Et moi, Mireille Le Gorgeux, je suis juriste de formation. Et là, je suis en stage dans une association à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Les femmes de l'océan. Donc, je laisse la parole à Mireille pour vous présenter un peu l'historique du projet en quelques mots. Alors, pourquoi est-ce qu'on a pensé à s'adresser aux sages-femmes? C'est une proposition un peu atypique dans notre champ, parce que vous êtes une profession qui travaille au cœur de la vie des familles, dans l'intimité de la vie des familles, et qui intervient, vous assistez à des moments clés de la vie des familles, notamment l'adolescence, l'arrivée des enfants, la ménopause. Et c'est souvent les moments de transition, c'est souvent des moments propices aux incompréhensions et aux conflits, là où nous, en tant que médiateurs, on peut intervenir. Pour confirmer cette hypothèse qu'on avait, on a pu mener des entretiens en amont de sa conférence avec des sages-femmes qui nous ont confirmé la pertinence de ce projet, et votre présence nous confirme encore, donc merci d'être présente. Et ce que je vais vous proposer de faire, pour commencer, c'est qu'on fasse un petit tour de table. On profite d'être peu nombreuses pour que chacune se présente, dise son nom, le lieu où elle travaille, et aussi les conflits auxquels elle est confrontée dans sa pratique, des conflits familiaux, puisque c'est de ça dont on parlera aujourd'hui. Donc, on dit que le prénom. Le prénom et le lieu d'exercice. Comme ça, d'accord, comme ça vous êtes tranquille. Et vous pouvez choisir un autre prénom. Voilà, un pseudonyme, c'est ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez commencer? Ouais. Donc, je suis Angéline, sage-femme à Valette, dans le vignoble, en libéral. Et vous êtes confrontée à quel type de conflits familiaux dans votre pratique? Alors, comme ça, je n'ai pas d'exemple en tête. Une réflexion qu'on se faisait récemment avec ma collègue, c'est dans le fait qu'on soit dans le suivi gynéco depuis quelques années et qu'on puisse être là dans la continuité, dans les parcours. Même si on le sait intellectuellement, là on le vit concrètement dans le suivi gynéco des femmes qu'on a pu déjà suivre sur leur maternité depuis quelques années. De voir des divorces, des séparations, voilà, de le vivre en consultation. Alors qu'on a pu les accompagner autour de l'arrivée d'un bébé, avec un couple, voilà. Donc c'est le fait de pouvoir travailler dans la continuité. D'accord. Dans l'accompagnement. C'est pas quelque chose de nouveau, on le sait, hein, mais. D'accord. Et c'est des sujets qu'elles emmènent avec elles. Oui, qu'elles évoquent avec vous. Oui, forcément, quand on leur demande s'il y a eu des changements dans leur vie, comment elles vivent leur sexualité, etc. Enfin, forcément, c'est des choses qu'on aborde. Il y a cette proximité qui permet ça. Et ce lien de confiance tissé au fil des années. Tout à fait. Ouais. Merci. Voilà. Du coup, moi, c'est Marion, j'ai 23 ans et je suis toute jeune sage-femme. J'ai été diplômée du 1. Donc, j'ai commencé en libéral que cet été. Et donc, j'ai pas eu beaucoup de situations auxquelles j'ai pu me confronter. Juste une auquel je pense cet été, en effet, où il y avait une situation de conflit conjugal avant l'arrivée d'un bébé et juste à l'arrivée à la maison où c'était très compliqué. C'est vrai que là, je pense que j'aurais eu besoin de certaines clés que je n'ai pas forcément pu avoir sur le moment, donc ça m'intéresse d'autant plus de pouvoir avoir ces clés aujourd'hui. D'accord. Et comment il se manifestait ce conflit concrètement? C'était un silence en fait à domicile du aller, c'était une non-communication et quand je trouve avec la femme que j'ai pu
mettre à part et puis on a pu discuter ensemble. C'était vraiment une non-communication, une ignorance en fait. D'accord. Et donc du coup, c'était compliqué de pouvoir apporter son soutien dans ce fait-là. Enfin, on le fait au maximum, mais un support à côté, ça aurait été intéressant. D'accord. Est-ce que vous avez pu l'orienter vers d'autres professionnels? Oui, parce que j'ai trouvé intéressant de l'orienter au moins vers une psychologue parce qu'elle le vivait très très mal. Et puis, pour un suivi plus rapproché des enfants, j'ai proposé la PMI parce qu'elle avait dans le coin de la tête une séparation. Et donc voilà, pour mettre en place éventuellement la gestion des enfants, etc. J'ai pensé à la PMI pour une surveillance un peu plus rapprochée. Ok. Situation intéressante, effectivement, qu'on pourra évoquer après. On fait ce tour de table pour justement relier votre quotidien, votre pratique à notre métier, et que ce soit cohérent pour vous. Merci beaucoup. Je m'appelle Pamela, je travaille dans les ressources humaines et en fait, j'ai un projet de réorientation professionnelle dans le domaine de la médiation. Donc, je suis là pour découvrir la médiation familiale auprès de professionnels et découvrir les problématiques que rencontrent les sages-femmes aussi. Ça m'intéresse beaucoup. Bienvenue. Merci beaucoup à vous. Merci. Moi, je m'appelle Anne, je suis plus trop une jeune sage-femme, mais je suis toujours sage-femme, avec beaucoup de bonheur, mais aussi beaucoup de situations, bien sûr, compliquées au quotidien. Je travaille en libéral avec Marine qui est à côté de moi, qui se présentera. Et je dirais que là, vous parliez des moments clés de la vie, des transitions, et je suis un peu frappée par, dernièrement en tout cas, beaucoup de situations de violence intrafamiliale venant des enfants, même très jeunes, et les difficultés de communication entre parents à ce sujet, les problèmes de couple, les violences conjugales. Et ce qui me stresse, c'est que j'en vois moins et j'en entends moins, ça veut dire que je passe à côté. Et donc, ou les orienter aussi, ça on a quelques pistes, mais c'est pas toujours facile. Et effectivement, les nouveaux couples, les séparations et les conflits parfois entre les enfants de la première union et les nouvelles unions. Et ça, je trouve que quand on est sage-femme et qu'on voit les femmes avec plusieurs différents partenaires et différents enfants, dernièrement, j'en ai retrouvé plusieurs qui ont eu des enfants, même il y a 9 ans, 10 ans, qui reviennent. Je trouve qu'elles se livrent beaucoup là-dessus. Voilà. Donc, vous avez parlé des violences conjugales, des violences entre enfants, c'est ça? Non, venant des petits-enfants qui maltraitent les parents parce qu'ils sont tyranniques. Et du coup, la difficulté des parents à discuter même entre eux et des choix éducatifs. Soyons très honnêtes, quand il faut mettre en route de l'aide avec la PMI, c'est pas toujours simple parce qu'il y a parfois un délai, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place et je ne sais pas toujours les orienter. Et puis, la dernière chose, oui, les nouvelles unions et puis les familles recomposées. Ouais, toutes les problématiques. Et du coup, à l'arrivée des enfants issus de ces nouvelles unions, c'est difficile. Je comprends. Trois axes qui me viennent un peu en tête. Très bien. On abordera dans cette conférence. Merci pour votre rapport. Moi, c'est Marine. Donc, comme disait Anne, on est associés ensemble avec d'autres collègues aussi dans un cabinet à Nantes. Effectivement, je rejoins ce qu'ont dit les collègues aussi sur le type de situation auquel on peut être confronté à des conflits. Je pense aussi à une situation là récemment dans un contexte d'une grossesse qui n'était pas prévue, une passion qui avait un stérilet, voilà, et au départ un discours très cohérent du couple et finalement de semaine en semaine une opposition assez marquée entre les deux sur est-ce qu'on conserve cette grossesse, est-ce qu'on l'arrête, quel projet de vie on a en commun, avec en plus, comme tu disais Anne, un contexte d'un enfant issu d'une première union qui était à la maison aussi, et de comment accompagner ces gens-là dans un délai en plus qui nous tient finalement, et vers qui les orienter pour pouvoir les aider au mieux, et surtout se parler entre eux finalement, puisque quand un désire interrompre une grossesse et l'autre pas, forcément il peut y avoir des tensions et des choses qui restent derrière ce dont la décision, c'est jamais anodin. Et ça, c'est important aussi de pouvoir bien les accompagner dans ces moments-là, quoi. Des choix. Effectivement, c'est un sujet qui a été aussi abordé par les sages-femmes durant les entretiens qu'on a pu faire en amont, et des accords sur les choix médicaux, que ce soit l'IVG ou l'IMG, ou le type d'accouchement. Voilà. C'est un sujet qui est revenu et c'est intéressant, merci de nous le rappeler. Et la question des familles recomposées avait aussi été évoquée. Donc, je crois que c'est des sujets qui reviennent. Ce sera intéressant de regarder.
Vous avez encore d'autres idées peut-être en tête? Non, ça rejoint sur des contextes plus ou moins similaires à ce qu'ont dit mes collègues. Merci. Moi, je suis Mathilde, je travaille à l'hôpital, au CHU, et je suis sage-femme classique, salle de naissance, suite de couche, donc je n'ai pas de long suivi avec les patientes. Mais par contre, on remarque moi, j'ai remarqué de plus en plus de situations compliquées, émotionnelles et pour les femmes, le couple et toute la famille, la fratrie. Et je trouve qu'on voit de plus en plus de cas de violence, d'addicto, c'est très lourd. Et du coup, évidemment, c'est pas en 2 jours et demi de suite de couche qu'on va avoir le temps d'être une épaule pour les écouter. Mais déjà avoir des petites astuces, des attitudes pour savoir au-delà d'être dans le conseil, mais d'être dans une écoute vraiment. Et après, de savoir orienter. Parce que, voilà, encore une fois, moi, je ne les vois pas longtemps. Donc, c'est vraiment savoir les orienter vers quelque chose d'un peu plus pérenne. D'accord. Voilà. Donc, vous avez évoqué les violences conjugales, l'addiction aussi. Ouais. Et puis, après, tous les contextes de précarité qui entraînent forcément aussi des violences non souhaitées, mais des difficultés de vie de plus en plus importantes. Liées à la précarité sociale des patientes et des familles que vous accompagnez. Et puis même les patientes qui sont aussi dans des niveaux sociaux élevés, il y a vraiment... On voit tout de suite quand un couple est amoureux que ça se passe bien ou quand c'est compliqué, quoi. On ne sait pas dire les choses exactement, mais ça se ressent. Et, voilà. Oui, d'accord. Donc, vous voyez en fait des conflits et des tensions dans tout type de famille, quoi. Oui. Dans tout type de... Très bien. Alors, les addictions, c'est aussi un sujet qui avait été évoqué par les sages-femmes. J'ai oublié ma petite feuille, mais il me semble qu'il y avait aussi les tensions avec la famille élargie, les belles-mères notamment. Les pressions sociales, tout ça. Voilà, ça avait été évoqué. Il y avait aussi un décalage dans la temporalité, devenir père et mère un peu différemment, ce qui entraîne la compréhension. Voilà. On n'est pas encore attaché à l'enfant. Voilà. Du stress lié à la grossesse, c'est un peu vague, mais voilà, qui entraîne des tensions. Le changement du corps de la femme, elle a été évoquée aussi. Avec l'infidélité en toile de fond aussi, c'était revenu ça. Des désaccords sur l'éducation des enfants, donc que ce soit le bébé qui naît, les choix, voilà, ou les enfants, les aînés. Des enfants très rapprochés qui entraînent du stress, des tensions, des infidélités, des décisions unilatérales d'enfants. Donc, voilà. Ça revient un peu au sujet, voilà, l'un veut un enfant, l'autre non. Des naissances et des séparations simultanées, qui entraînent des grossesses et une absence de vie commune aussi. Parfois, avant de devenir parents, ils n'ont jamais habité ensemble et donc, évidemment, ils découvrent tout ça en même temps et c'est un terreau aux incompréhensions et au conflit. Merci beaucoup. Je vais laisser la place à Catherine Robin. Merci. Merci de m'avoir invitée. Moi, je suis Catherine Robin. Après avoir été avocat, j'ai choisi d'être médiatrice. Je faisais beaucoup de droit de la famille en tant qu'avocat. Je participais à contribuer à aider les gens à se séparer, pour la plupart. Et puis, j'ai découvert la médiation dans ma pratique d'avocat. J'étais vraiment assez bluffée par l'effet assez presque magique de la médiation, en tout cas l'efficacité de la médiation pour permettre à des gens en conflit d'aller vers des solutions qu'ils choisissent eux-mêmes dans un délai assez court et pas que de trouver des solutions pour le moment, mais aussi comprendre qu'est-ce qui faisait qu'ils en étaient arrivés là, qu'ils n'avaient pas réussi à résoudre la situation et qu'est-ce qui faisait qu'ils étaient en train d'y arriver. Et donc, cette façon de transformer leurs relations pour pouvoir finalement
partir avec l'idée qu'ils allaient encore avoir beaucoup de conflits à régler, puisque les enfants sont jeunes et qu'évidemment les parents, même qui s'entendent très bien, sont jamais toujours d'accord sur ce qui est mieux pour les enfants, n'ont pas les mêmes intérêts. Et donc j'ai vu l'effet de la médiation d'ailleurs sur une situation que j'ai suivie sur 10 ans. Et j'ai pu voir l'effet 10 ans après. Hein. Donc j'ai été convaincue, c'est ce qui m'a donné envie de m'orienter vers la médiation. Je me suis formée il y a plus de 10 ans. Et depuis une dizaine d'années, je fais de la médiation mon activité principale et puis je suis intervenante comme formatrice. C'est mon activité principale, alors pas que dans la médiation familiale, mais aussi dans d'autres situations de conflits en entreprise ou dans des conflits liés à l'habitation, le voisinage, la construction. Mais la médiation familiale est quand même le domaine qui m'intéresse particulièrement parce qu'à la fois c'est assez difficile comme situation de médiation et en même temps il y a un moteur très puissant souvent qui va faire que ça va décupler l'efficacité et compenser la difficulté, c'est qu'il y a les enfants et que quand même, sauf exception et quelques situations, l'enfant est un moteur puissant pour essayer de faire mieux et de s'arranger. Hein, parce qu'il y a un vrai intérêt pour l'enfant, évidemment, sauf les cas particuliers où là, on est plus dans des situations où il y a besoin d'une aide à la parentalité et le juge pour l'enfant peut intervenir. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à la médiation et ça m'a aussi personnellement beaucoup enrichie parce que finalement, les conflits, on n'aime pas trop ça. Personne n'aime vraiment ça. Et pourtant, les conflits, ils sont naturels, ils sont inhérents au vivant. Et déjà, d'ailleurs, dès le départ, en biologie, s'il n'y avait pas de conflit interne, on aurait un encéphalogramme plat. Hein. C'est déjà à l'intérieur beaucoup de tensions et de contradictions. Donc, déjà, le conflit, il est inhérent au vivant et dans les relations humaines, il est absolument inévitable et nécessaire. Hein. C'est-à-dire que il permet généralement de trouver des solutions, d'être créatif et de changer les choses. Et donc, de toute façon, il n'attend pas qu'on l'invite pour s'inviter. Hein. Il ne prend pas rendez-vous. Et c'est là où j'ai trouvé très intéressant de pouvoir intervenir dans cette idée auprès de vous. C'est-à-dire que même à des moments précieux comme la naissance ou après dans des passages de vie de la femme importants, eh ben, il peut s'inviter tout seul. Et on ne peut pas dire il ne devrait pas être là, il est là. Et donc il faut le traiter. Et ce conflit, il n'est pas là par hasard en général, c'est qu'il a quelque chose à dire. Et généralement, il est le symptôme de quelque chose qui n'arrive pas à se réguler et qui a quelque chose à dire sans pour autant on en comprenne tout à fait la signification au départ. Alors évidemment, on a vu les changements, la venue d'un enfant, les cycles de vie dans la famille, c'est des périodes où les conflits apparaissent. D'abord, on sait qu'il n'y a rien de constant dans la vie. La vie est une succession de cycles et le passage d'un cycle à un autre est généralement une source de tension. On est enfant, puis adolescent, puis adulte, puis ensuite, après une période d'activité, on peut être à la retraite. Et à chaque changement de cycle de vie, il y a des tensions qui se créent. Elles peuvent être internes ou elles peuvent être aussi dans les relations humaines parce qu'il y a toujours une partie de soi qui veut avancer et toujours une partie de soi qui veut rester. Quand on passe de l'enfance à l'adolescence, on aimerait bien rester enfant. À l'âge adulte, on aimerait bien rester enfant parce que c'est quand même hyper bien d'être choyé, protégé, soutenu et entretenu. Et en même temps, on a besoin de liberté, on a besoin de se défaire de la situation et c'est une période assez conflictuelle. Donc, on sait qu'il n'y a pas de changement sans crise et il n'y a pas de crise sans changement et que ça fait partie de la vie et que dans toute la vie des systèmes en général, des humains, mais aussi des relations humaines, des familles, des organisations, des entreprises, il y a des cycles de vie qui se succèdent. Et le passage d'un cycle de vie à un autre est une source de tension. Et il se trouve que, alors tout ça a été étudié, la médiation en fait ça a toujours existé,
Mais ce qui est intéressant, c'est à partir de Palo Alto, alors ça vous dit sans doute pas grand-chose, c'est une petite ville de Californie après-guerre, scientifiques et psychologues mettent en commun leur savoir, hein, pour vous la faire un petit peu vite, et se rendent compte que finalement, on peut observer des constantes dans tous les systèmes, en fait. Hein. On ne va pas tant s'intéresser uniquement à deux entités, c'est vrai qu'on peut comprendre deux entités, mais si on ne s'intéresse pas à leurs relations, leur interaction, eh bien, on n'en comprend qu'une partie. Et d'ailleurs, on peut le voir par rapport à nous-mêmes, on n'est pas le même avec notre voisin, notre ami, notre collègue, nos parents, on est quasiment une personne différente à chacun. Ça parle bien de ce qu'on adapte notre relation, hein, et qu'on n'est pas le même dans l'interaction. Donc, cette relation, elle est unique pour chacun. Et il se trouve que à partir de tous les développements qui ont conduit à tout ce qu'on appelle les thérapies brèves, cognitives, comportementales, qui sont issues de cette période, hein, d'observation des systèmes en général, eh bien, ça nous a permis de modéliser en quelque sorte et d'avoir des informations théoriques qui nous permettent maintenant de comprendre pourquoi ça marche et comment ça marche la médiation. C'est-à-dire que ça a toujours existé, mais maintenant on sait pourquoi ça fonctionne et comment ça fonctionne, et on sait que notamment les humains ont toujours régulé leurs conflits avec un élément tiers. Hein. C'était le maire, le curé, c'était la bonne copine qui vient rabibocher les copines fâchées. C'est naturel, les humains régulent leurs tensions et leurs conflits avec un élément tiers. L'élément tiers, ce n'est pas forcément une personne, hein, ça peut être une pause café, ça peut être une cigarette, ça peut être du temps. Mais en tout cas, l'élément tiers va permettre à la tension duel entre deux personnes de se réguler. Et souvent, l'élément tiers, ça va être, sans que vous le sachiez, vous. C'est-à-dire que si vous arrivez dans une tension, un conflit en tant que sage-femme, intervenante sociale, etc., vous allez vous trouver sans le savoir, mais vous sentez qu'il y a une tension, vous sentez qu'il y a quelque chose, vous avez une information qui dit qu'il y a de la tension. Et en fait, vous êtes déjà un élément tiers, finalement. Vous faites déjà une forme de médiation sans le savoir. Et votre qualité d'écoute, votre simplement présence empathique, sans plus, va déjà permettre de réguler quelque chose qui se tend. Donc, c'est pas rien. Hein. Et il faut le savoir que votre présence va réguler ça. Alors, souvent, ça va être aussi le médecin traitant, ça va être une bonne amie qui va venir à ce moment-là. Et souvent, ça va jouer ce rôle et ça peut suffire. Donc, votre qualité de présence, déjà, est régulatrice de l'attention. Mais c'est vrai que vous êtes là sur un court moment et que vous n'allez pas pouvoir aller au-delà. Et que parfois, il va falloir aller au-delà. Et le médiateur familial est vraiment celui qui va être ce tiers qui est justement professionnel et formé pour aller jusqu'au bout de ce processus régulateur. Donc, c'est particulièrement intéressant, effectivement, que vous puissiez savoir faire relais, en fait, vers un professionnel qui est le médiateur familial et qui est normalement particulièrement bien formé pour comprendre ce qui se passe et aller plus loin et permettre la régulation de la situation. Hein. Alors, souvent, la plupart du temps, les conflits vont se réguler naturellement. Hein. Là où la médiation va être importante, c'est quand la régulation de ces conflits ne se fait pas, que le conflit s'enquiste, hein, et qu'il devient complexe. Alors, c'est vrai que vous avez dit tout à l'heure, nous, depuis qu'on on a le suivi gynéco, on intervient aussi finalement plus longtemps et on se rend compte qu'il y a des divorces. Alors, effectivement, un couple sur deux en grosse agglomération et avec enfants en bas âge va divorcer. Hein. Donc souvent après les 3 ans du dernier enfant. Hein, parce qu'avant, il y a quand même des choses qui font que le lien se maintient. Donc effectivement, il va y avoir beaucoup de divorces qui, là, plutôt que de devoir être contentieux, et je suis bien placée pour le savoir, la justice va trancher et va encadrer, mais elle ne va pas s'occuper de la relation. Or, la relation, elle va continuer à durer. Vous
on peut avoir une décision judiciaire qui tranche un problème, un divorce, une séparation, mais les parents vont continuer à être parents. Et si on ne s'intéresse pas à la relation, qu'est-ce qui fait que cette relation est devenue conflictuelle à ce moment-là? Eh bien, on va pas en avoir plus d'informations. Et puis aussi, quand même, j'ai pu, moi, observer dans ma pratique, ce qui n'était pas forcément le cas encore au tout début, mais qu'il peut y avoir des décisions unilatérales d'enfants. Il y a une rencontre intime, mais il n'y a pas eu un projet d'enfant, et puis la maman va décider de garder l'enfant. Elle est déjà partie avec quelqu'un d'autre éventuellement, et puis le père biologique, quelle place, où est-ce qu'on le met, comment ça se tricote pas. Il y a aussi des naissances et des séparations simultanées. Ça fait même parfois 10 ans qu'on vit ensemble, mais la naissance, l'arrivée de cet enfant vient révéler des telles différences qui semblaient totalement gérables pendant qu'on n'avait pas d'enfant, mais il y a un enfant et donc la décision se prend en même temps que la venue de l'enfant. Donc c'est quand même des situations qui, même avant un divorce, peuvent se vivre au moment de la naissance de l'enfant si on prend celui-là. Et puis, effectivement, il y a des gens qui n'ont jamais vécu ensemble, qui ne vivront pas ensemble, et faire une garde partagée ou s'occuper d'un enfant de manière simultanée sans vivre ensemble avec un nourrisson, c'est quand même pas simple. Et puis, effectivement, il y a aussi parfois l'intervention de la famille élargie qui va vraiment venir peser, peut-être être omnipotente, trop présente et qui va poser des difficultés plus particulièrement à ce moment-là. Donc, on a quand même des situations qui, dès le départ, peuvent poser difficultés et une grande tension. Or, il y a quand même ce petit être qui est là et qui va être tout à fait éponge dans l'ambiance qui va se passer et que si on offre un espace sécurisé, optimisé avec la présence du médiateur, on va pouvoir passer cette crise-là sans faire trop de dégâts et continuer à être parents, parce que c'est ça qui nous préoccupe, parents malgré le reste. Et c'est vraiment là toute l'ambition de la médiation familiale, et c'est vraiment là la vocation et l'intérêt des professionnels pour permettre effectivement d'être un aimant pacificateur de la famille pour les personnes elles-mêmes, mais aussi bien sûr parce que derrière on sait qu'il y a des enfants et que les enfants vont beaucoup éponger et qui vont l'aller souvent plus mal parce que leurs parents sont en conflit, qu'eux-mêmes n'ont réellement de problème. Et c'est vrai que dans toute la vie familiale, on va souvent emmener l'enfant qui est le symptôme du conflit chez le psy parce qu'il ne va pas bien. Et quand on regarde un petit peu la situation, c'est pas qu'il ne va pas bien, l'enfant. Les parents d'ailleurs sont des parents bien, mais ce qui pose problème, c'est qu'ils sont en conflit. Et que l'enfant, il vit ce conflit et que ce conflit est difficile à vivre et il est parfois même impossible et il peut être vraiment effectivement délétère. Alors, là, la médiation, du coup, qu'est-ce que c'est que la médiation, c'est ça que vous êtes venu voir. Je vais vous dire ce que c'est et puis aussi comment ça se met en place. Alors, qu'est-ce que c'est la médiation et ensuite comment ça se met en place. Qu'est-ce que c'est la médiation? C'est avant tout un espace d'échange qui va permettre d'aller plus loin que là où on s'est arrêté dans l'échange. Pourquoi on s'arrête dans l'échange en général? Parce que soit on tourne en rond, on est dans un ping-pong et deux monologues, et je te dis ça, tu m'entends pas, je t'ai déjà expliqué pourquoi je pense ça, tu vois bien que j'ai raison plus que toi, etc. Et on est dans ce monologue qui n'avance pas. Donc à un moment, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête, on n'avance pas. Ou alors, ce monologue qui n'avance pas crée de la tension et monte en puissance, mais comme on n'a pas envie d'être plus violent que ça et plus désagréable, on s'arrête, là encore. Et sauf que, comme on est nous sommes des êtres de langage et on ne communique pas encore par télépathie, il faut bien continuer à communiquer. Donc, à la fois, on n'arrive plus à communiquer et en même temps, il faut communiquer. D'autant plus qu'il y a des décisions à prendre pour l'enfant, pour des fois les choses médicales. Et si on se sépare, il y a encore plus de décisions à prendre et on peut plus parler comme ça. Donc, la médiation, ça va d'abord être un lieu où on va pouvoir enfin se parler, avec un régulateur qui va être le médiateur et qui va permettre non seulement à ce que chacun s'écoute jusqu'au bout, plutôt que s'arrêter, mais comme il est formé à ce qu'on appelle
On va parler d'écoute active, de reformulation, d'écoute empathique, enfin tous les outils qu'il a appris dans sa formation. Il va permettre d'aller plus loin parce qu'il va permettre à ce que certaines choses qui n'arrivent pas à se dire puissent se dire. Et donc, c'est avant tout un lieu d'expression où on va aller plus loin, beaucoup plus loin dans là où on s'est arrêté dans l'échange. Je dis souvent, c'est un accélérateur de particules fines d'information. C'est-à-dire que le médiateur, il va avoir cette capacité de vraiment, avec son regard extérieur, neutre d'extraterrestre, même poser parfois des questions innocentes ou à côté qui vont donner des informations. Donc, c'est avant tout un lieu d'échange qui ne va pas être très long. On reviendra sur le processus, ça dure quelques rencontres, quelques heures, mais qui va vraiment optimiser la possibilité de communiquer. La médiation, ça a aussi 2 niveaux d'objectifs. C'est résoudre un différend, un conflit, un désaccord. On a le droit d'être en désaccord, mais il faut bien prendre des décisions, donc trouver des solutions. Donc, premier niveau d'objectif, c'est résoudre la situation concrète. Ça peut être effectivement un traitement, est-ce qu'on ne prend pas, est-ce qu'on lui donne. Il y a plein de situations où on peut ne pas être d'accord et devoir prendre une décision malgré tout. Et je dis souvent, les mieux placés pour prendre la décision, c'est ceux qui sont concernés, plutôt que ce soit un juge ou influencé par un avocat ou même un thérapeute, qui va éventuellement être très bien pour écouter la personne, mais qui ne va pas être au centre pour écouter les deux en même temps et prendre la situation globale. Donc, le deuxième niveau d'objectif, premier niveau d'objectif de la médiation, avoir un espace de dialogue sécurisé, optimisé, efficace. Deuxième niveau d'objectif, résoudre une situation, un problème très concret, un différend, un litige, et permettre aux personnes qui s'opposent d'aller à un accord. Donc, résoudre la situation. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, troisième niveau d'objectif, pas que ça, en même temps, on s'intéresse à qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas et qu'est-ce qui fait qu'on est en train d'y arriver. Et souvent, ce qui est fait qu'on n'y arrive pas, c'est pas tellement ce sur quoi on est d'accord, ça parle beaucoup plus de la relation. On pourrait se mettre d'accord là-dessus, mais on n'est pas d'accord pour que ce soit toujours le même qui décide. Ou on n'est pas d'accord pour que ça soit décidé comme ça à ce moment-là. Donc, il y a toute l'histoire derrière qui parle d'un autre conflit plus profond, plus relationnel, plus global, plus complexe. Et on va aller voir qu'est-ce qui fait que ça cloche. Moi, à chaque fois que tu me dis ça comme ça, j'ai vraiment envie de te dire non. Mais en fait, au départ, je voulais te dire oui. Donc, c'est plus la façon dont tu me parles qui me conduit à te dire non, alors qu'au fond, tu es d'accord. Donc, en fait, tu es d'accord, mais tu n'es pas d'accord pour être d'accord. Non, parce que c'est pas sur ça que je ne suis pas d'accord, c'est sur la façon dont tu me parles. Donc, ça parle bien de la relation. Et donc, du coup, on va s'intéresser à derrière le haut de l'iceberg, qui est le conflit objectif, on va s'intéresser à tout ce qu'il y a derrière et à cette relation. Et cette relation, elle est toute une histoire. Elle est faite de plein de choses, on va dire, systémiques, contextuelles. On peut être moins bien en relation parce qu'en même temps qu'on donne naissance, on a perdu son père. On allait très bien et on a perdu un parent en même temps qu'on a donné naissance. C'est beaucoup. Ou on est moins bien parce qu'on est en changement professionnel. Ou la naissance va réveiller tout un tas de choses qui arrivent et qui changent toute la relation. Donc, il y a tout ce qu'il y a derrière. Et la médiation, elle va permettre, plutôt que de se focaliser sur le problème apparent, traiter ce qu'il y a derrière et permettre à la relation de se transformer. On dit aussi dans la vie que la vie, c'est une succession de définitions et de redéfinitions de la relation. Et là aussi, il y a des cycles. Même entre collègues, on n'est pas les mêmes ensemble quand on s'est rencontrés au départ, puis après, avant on n'avait pas d'enfants, maintenant on a des enfants, on est moins disponible, puis on a changé de chef, avant ça se passait bien, maintenant ça se passe plus du tout pareil, et à chaque fois notre relation doit se redéfinir. Dans un couple, c'est pareil, on n'est pas les mêmes au début de la relation, les premières années, puis ensuite quand les enfants grandissent, puis quand les enfants partent, il y a à chaque fois une redéfinition de la relation. Mais souvent, ça, on n'est pas en train de se dire là, très méthodiquement, nous allons redéfinir notre relation. Non, elle a besoin de se redéfinir, mais on ne sait pas qu'on a besoin de la redéfinir. Mais pourtant, elle a besoin de se transformer. Les gens, souvent aussi, quand ils partent, quand il y en a un qui arrête de travailler, ou il y a la retraite, ou des enfants, alors on dit, dans la vie de la famille, les grands cycles, c'est
la naissance du premier enfant, évidemment, qui vient faire un grand bouleversement, hein. On dit qu'il vient permettre la stabilité du couple en créant de l'instabilité. C'est un peu paradoxal, là, je vais peut-être un peu vous perdre, mais c'est un peu ça qui se passe dans le système, hein. Le couple, il est instable par nature, hein. Il est stabilisé par l'élément tiers. Alors, on parle au début de la lune de miel, hein. Il est stabilisé par la nouveauté au départ. Et puis après, quand il n'a pas d'enfant, il est stabilisé par des centres d'intérêt extérieurs. Toi, tu fais du ping-pong, moi, je fais du basket. Ou la belle-mère qui cuisine peut-être mieux que moi. C'est aussi une façon d'équilibrer l'instabilité naturelle du couple. Enfin, le couple, il ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche tout seul, hein. Comme une bicyclette, elle ne tient pas toute seule, hein. L'élément binaire est instable par nature. Il est stabilisé toujours par l'élément tiers, hein. La bicyclette, elle est stabilisée par le mouvement, par le cycliste élémentaire qui la fait bouger, par la béquille ou quand on la pose le long du mur, elle est stabilisée par l'élément tiers. Dans le couple, l'enfant va venir en créant du changement et du grand changement, créer de l'instabilité qui va permettre au couple de se stabiliser à nouveau dans ce mouvement. Il va bouger. Puis un deuxième enfant, éventuellement un troisième enfant. Ça, c'est un cycle entier. On sait qu'on a un changement de cycle quand le premier enfant va à l'école. C'est une grande transformation aussi dans la vie de famille. Puis, on a un changement, alors on en a plusieurs, je ne vais pas tous les faire, mais on a un changement de cycle quand le premier enfant quitte le nid familial et quand le dernier enfant quitte le nid familial. En général, c'est une grosse crise là à ce moment-là. On appelle ça la crise du nid vide. Bah oui, le couple s'est concentré à élever des enfants et en a fait presque parfois son centre principal pendant 20 ans. Et là, il va se retrouver tous les deux tout seuls d'un seul coup. Hein, d'un seul coup, non, je ne dis pas, c'est pas forcément d'un seul coup, ça peut être progressif. Donc, le couple, il va devoir redéfinir sa relation. Mais il ne le sait pas, on ne lui a pas appris redéfinition de relation, hein. Mais en tout cas, ça crée des tensions et ça crée du conflit, hein. Donc là, la médiation, elle peut effectivement aussi être une intervention efficace et pas en vue de la séparation, mais en vue de la redéfinition de la relation, hein. On pense souvent médiation familiale, séparation. Mais moi, je reçois tout un tas de couples qui ne vont pas forcément se séparer. Moi, je n'ai pas pour objectif qu'ils se séparent ou qu'ils ne se séparent pas. Moi, je n'ai pas d'objectif en tant que médiateur. J'ai pour objectif qu'ils redéfinissent leurs objectifs, d'aller chercher quels sont leurs objectifs, hein. Donc souvent, on va dire à quoi sert ce conflit? Il sert effectivement à transformer la relation, mais on n'est pas forcément d'accord sur la transformation de la relation. Donc, il y a des gens qui sont venus boire, il suffit qu'ils passent d'un conjoint à un compte séparé pour que la relation reparte, hein. J'ai des couples qui sont venus me voir et qui ont fait une garde partagée où ils se voient le week-end simplement. Ils ont redéfini leur relation, hein. Tout est possible. Ou ils ont parlé d'autre chose qui a été, on ne peut plus du tout mettre ta mère à la même place depuis qu'il s'est passé ça et que mon père est Alzheimer. Et toi, tu ne peux plus être au PMU à telle heure et qu'il faut absolument que tu laisses le PMU mardi soir. Voilà, je prends des exemples simples, mais ce sont souvent des exemples qui vont cristalliser finalement un changement plus profond. Donc, la médiation, elle va être cet espace optimisé de dialogue en vue de comprendre, en vue de résoudre la situation, mais pas que, comprendre qu'est-ce qui fait qu'on n'y est pas arrivé et qu'est-ce qui fait qu'on est en train d'y arriver, cette façon d'y arriver, cette redéfinition de la relation, on va l'emmener dans le futur. Et on va passer d'un cycle de vie à un autre. C'est aussi un amortisseur d'émotions, parce que quand même, j'aime bien dire, on est constitué de 70% d'eau et d'émotions. Alors j'exagère, c'est peut-être pas 70%, hein, il y a beaucoup d'intellect aussi, hein, dans et puis notre corps aussi nous fait agir dans un sens ou dans un autre. Mais c'est un amortisseur d'émotions parce que dans son écoute empathique, neutre et empathique et non jugeante et bienveillante, le fait de pouvoir être reformulé, accueilli par le médiateur, ça va permettre une décharge émotionnelle. Alors ça, on l'a observé depuis l'école de Palo Alto, tous les thérapeutes avant même de le voir visuellement l'observer, mais maintenant les neurosciences nous le disent. Ils nous
ça se voit en fait. Hein. La décharge émotionnelle, grâce à l'écoute empathique avec les neurones miroirs qu'on observe maintenant, nous disent oui, c'est physiologique. Il y a une décharge émotionnelle. Et donc, au moment où on va être un amortisseur d'émotions, on va pouvoir décharger l'intensité du conflit et le rendre maîtrisable et pouvoir lui permettre de s'exprimer sans l'intensité et la violence redoutée quand on ne maîtrise pas cette situation. Donc, le médiateur, il va être particulièrement formé à ça. Je dis aussi, c'est un élargissement des perceptions et souvent, j'aime bien dire, vous allez venir avec la stéréo en médiation et vous allez partir avec la 3D, la 4D, même la 5D, pour prendre une expression de jeune. Pourquoi? Parce que vous allez arriver avec des positions assez binaires. Hein. C'est quand même évident ce que je te dis, mais non, tu ne vois pas de mon point de vue. Moi, je te dis que de mon point de vue, c'est ça. Mais on est encore dans le binaire. Là, on va, en leur permettant de s'exprimer un peu plus globalement, un peu plus de manière plus sphérique, on va leur permettre de se rendre compte à quel point les oppositions sont aussi complémentaires. Hein, et elles sont une partie d'un tout. Donc souvent, ils vont pouvoir enfin avoir accès à quel point la perception de l'autre qui leur paraît mais complètement arriérée, déplacée, pas d'actualité ou erronée, comment du point de vue de la subjectivité, de l'émotion qui va être reconnue par le médiateur, ben évidemment c'est sûr, vu comme ça, je le comprends maintenant. Ah ben il est quand même grand temps que tu me comprennes, ça fait quand même un petit peu des années que je te dis que je te répète ça, tu me comprends seulement maintenant. Il a fallu que madame la médiatrice le dise pour que tu me comprennes. Ah, ben oui. Donc, il y a cette capacité pour le médiateur, je dis aussi à faire rétroviseur dans les angles morts, à permettre à rendre visible à l'autre quelque chose qui pourtant est clair du point de vue de celui qui l'exprime, mais le rendre enfin visible parce que, effectivement, vu d'une autre façon et interrogé d'une autre façon, l'autre va pouvoir le reconnaître. Hein. Et moi, ça m'arrive parfois, les gens qui ont vécu 10, 20, 25 ans, 30 ans ensemble, de se dire des choses, dire mais on ne s'est jamais dit ça. J'ai jamais compris ça comme ça. Tu m'as jamais dit ça. On a toujours cherché des maisons ensemble, sans garage. Et pour la première fois, je comprends que pour toi, d'avoir un garage, c'était essentiel. Et on ne s'est jamais dit ça. Ça paraît anecdotique comme ça, hein, mais c'est plein de petites choses comme ça. C'est pour ça que je dis que c'est souvent un accélérateur de particules fines d'information, qu'on va passer de la stéréo à la 3D, la 4D, parce qu'on va faire aussi parler les émotions, leur intensité, et qu'on va permettre tout ça. Hein, la redéfinition de la relation, et in fine, finalement, sauver ce qui peut être sauvé dans la relation quand on arrive à la rupture. Pourquoi sauver la relation? Pour sauver la parentalité dans la durée. Parce que quelle que soit l'issue, qu'on se sépare simplement de compte joint et qu'on reste ensemble, ou qu'on se sépare complètement parce que vraiment on ne va pas continuer à vivre ensemble, eh bien il va falloir continuer à être parent. Et d'où l'intérêt de passer d'une relation à une relation autre. Et c'est pas facile de passer d'une relation affective, conjugale, amoureuse, fusionnelle parfois, à une relation pas amicale, mais on va dire de coparentalité, de coopération et de faire équipe. Et passer de l'un à l'autre en si peu de temps, c'est quand même une vraie prouesse. Et en général, ça ne se fait pas naturellement tout seul. Ça se fait souvent, si ça se fait naturellement, ça va se faire avec du temps, avec des allers-retours et parfois des conflits judiciaires très contentieux, très délétères pour la relation, même s'ils peuvent être nécessaires et utiles quand on ne peut pas faire autrement. Donc, sauver ce qui peut être sauvé de la parentalité dans la durée, c'est vraiment l'intérêt de la médiation pour permettre que finalement, quel que soit même le niveau de violence, même le niveau d'incompatibilité, peut-être sauver la coparentalité et que puisse avoir lieu. Alors d'autant plus quand aucune coparentalité s'est imaginée parce que l'enfant n'a pas été voulu par l'un, parce que la séparation arrive en même temps que la naissance et parce que pour plein d'autres raisons encore. Hein.
Donc, la médiation, c'est un lieu d'expression et il a un véritable bienfait avec tout ce que je viens de vous dire et tout ce que je ne vais pas vous dire qui sont des bienfaits que même moi, je ne soupçonne pas, mais qu'on pourrait observer dans la durée parce que 10, 15 ans après, eh bien, là, les parents font encore équipe alors que l'adolescent est compliqué, alors qu'il y a eu un handicap qui est apparu, une maladie et qu'il y a eu plein d'autres choses qui sont venues s'inviter dans une situation à la rendant compliquée, mais on reste parents et on assume ensemble. Donc, c'est un vrai challenge. Je pensais me fier à l'horloge, mais je ne suis pas sûre. Il reste un peu moins de 3 minutes pour les 30 minutes. Il reste 3 minutes. Il faut que je termine en 3 minutes? Non, c'est que quand on devait s'arrêter, enfin, je devais vous dire quand on approchait les 30 minutes. Et après, il reste 50. Il nous reste un quart d'heure, 20 minutes. On a le temps. Voilà. Pour mon intervention, voilà. D'accord, un quart d'heure, 20 minutes. Donc ça va, je suis dans les temps, parce que je suis très bavarde et je suis très bien les temps. Les élèves me connaissent bien. C'est pour ça qu'on a prévu. Voilà, donc il faut que je me recadre. Donc la médiation, ça sert à ça sert à communiquer pour résoudre une situation et transformer une relation qui a besoin de se transformer. Alors, comment on met en place la médiation ? Quelles sont les règles de la médiation et comment ça fonctionne? Parce que la médiation, ça ne va pas venir comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de faire de l'information sur la médiation parce que vous pouvez être un relais. Hein. Alors, généralement, comment ça se passe? Le médiateur, il va toujours commencer par un temps d'information sur la médiation, un peu comme je vais vous l'expliquer là, parce que la médiation, ça reste un processus volontaire, hein, sauf dans certains cas où la loi oblige à une médiation, une tentative de médiation préalable obligatoire dans les cas où on est passé devant le juge déjà avant de ressaisir le juge s'il a besoin. Là, il faut tenter obligatoirement la médiation, mais ça reste un processus libre et volontaire. Hein, et dans tous les autres cas, on vient en médiation que si on est volontaire. Et pour ça, souvent, il y en a un qui est plus volontaire que l'autre. Hein. Pour ça, le médiateur va d'abord se mettre à disposition pour informer sur la médiation, parce qu'on ne vient pas à la médiation comme on va au restaurant ou au cinéma. On a besoin de savoir où on va, on a besoin d'être rassuré sur la qualité d'intervention du médiateur, on a besoin d'éprouver soi-même la neutralité et l'impartialité du médiateur. Donc, ça va toujours commencer par un temps d'information qui, en général, est gratuit, sans engagement. Hein. Selon que l'on ait un centre de médiation, association conventionnée ou médiateur libéral, comme c'est mon cas, ça peut se faire en présentiel ou au téléphone. Hein. Donc ça, chacun va avoir sa façon de faire, mais en tout cas, c'est un préalable nécessaire. Dans ce préalable, on va informer et on va vérifier l'adhésion et la volonté de venir en médiation. Dans cette information préalable, on va expliquer que la médiation, c'est un processus. On ne va pas commencer par des solutions parce que si eux ne sont pas arrivés et qu'on commence par ça, on est sûr de ne pas y arriver. On ne ferait que renforcer les oppositions. On va respecter un certain nombre d'étapes. On peut résumer en 3 grandes phases. Puis, première phase, on l'appelle comme on le veut, un état des lieux, mise à plat, actualisation. En tout cas, on pose les choses sur la table. Deuxième phase, on pourrait dire accord sur les désaccords, ce sur quoi on doit se mettre d'accord et sur quoi on est d'accord pour essayer de rechercher un accord. Et troisième phase, recherche de solutions, prise de décision. C'est parce que ça va de cet ordre-là qu'on va avoir une chance d'y arriver là où on a essayé, réessayé, on n'a pas réussi, là on a une chance supplémentaire d'y arriver. Et quand les gens sont volontaires, on va dire qu'on a 95% de chances d'arriver à un accord total et une amélioration de la relation. Alors on dit souvent il y a 70% de chances de réussir une médiation. Moi je dis il y a 70% de situations qui sont éligibles à la médiation, qu'on va pouvoir traiter en médiation. Il y a 30% de situations, on ne peut pas les traiter en médiation. Soit parce que ce n'est pas le moment, soit parce que les enjeux sont trop importants, soit parce que psychologiquement, on n'est pas à même d'y venir. Mais une fois qu'on a un peu filtré ça, sur les 70% qui restent, s'ils sont volontaires pour y arriver, on a 95% de résultats. Donc, résultat, soit amélioration de la situation relationnelle, soit accord, soit les deux. Donc, on a un fort taux de réussite.
Enfin, on a un fort taux de réussite parce que justement, on va bien engager la médiation avec cette information préalable. Donc, on va leur expliquer que c'est un processus qui va prendre effectivement un petit peu de temps. Généralement, la plupart des médiateurs vont recevoir individuellement chacun seul la première fois les personnes. Tous les médiateurs ne font pas ça, mais en matière familiale, quand même, ça devient quelque chose qui est assez récurrent. Et ensuite, il va falloir en général entre 3, 4, 5 ou 6 rencontres d'1 heure, 1 heure et demie pour dérouler notre processus dans ces phases et pas aller trop vite. Donc, on va leur expliquer qu'on va avoir besoin de ce temps-là et qu'ensuite, eh bien, il va y avoir des règles. Et ces règles, elles sont tout aussi importantes que le processus, donc cette progressivité et cette approche progressive et globale. Et les règles, elles vont être aussi importantes parce que c'est ce qui va permettre d'être dans un espace sécurisé. Et ces règles, alors, elles sont d'abord la confidentialité. La médiation est un espace strictement confidentiel. Ne pourront sortir de la médiation que les informations que les personnes elles-mêmes s'autoriseront à sortir. Ça veut dire qu'il n'y a pas de compte-rendu écrit de ce qui se dit en médiation. Les seuls écrits qu'il peut y avoir, c'est à la fin un protocole d'accord éventuellement, ou un accord qui ne fera que lister les points d'accord, mais qui ne dira pas ce qu'on s'est raconté, ni pourquoi, ni comment. Ça veut dire que ça permet une liberté de parole absolument décuplée. La loi interdit même que ce qui est révélé en médiation puisse être utilisé, si jamais il y a une procédure judiciaire derrière, l'un contre l'autre. Donc, ça veut dire qu'on peut se dire des choses qu'on ne dirait pas devant un juge, parce que devant un juge, on va se présenter sous sa meilleure face et on ne va évidemment pas dire des choses qui se retourneraient contre nous. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir reconnaître ses torts, reconnaître ses excès, et c'est parce qu'on les reconnaît que l'autre va pouvoir recréer de la confiance. Et ça veut dire aussi qu'on va pouvoir avoir des informations qui vont pouvoir redonner de la confiance qu'on n'aurait pas autrement. Donc, cette confidentialité, elle fait partie du succès, de la possibilité d'aller plus loin dans les échanges d'informations et de traiter la situation dans ses aspects relationnels, même intimes, qui ne seraient pas révélés autrement. Une autre règle, c'est la neutralité du médiateur, évidemment, qui ne prend pas parti plus pour l'un que pour l'autre. On dit qu'il est multipartial. Il ne va pas prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. Il va prendre parti et pour l'un et pour l'autre. C'est-à-dire qu'il va soutenir chacun dans sa vision du monde jusqu'au bout, même si ça a l'air absurde ou que ça s'oppose complètement à l'autre. Il va rejoindre chacun sur ce qu'on dit sa carte du monde. Et il va être multipartial, il va soutenir chacun, il va être et pour l'un et pour l'autre. Et ça, c'est très important parce que ça va vraiment encourager la volonté pour les personnes d'arriver et d'être soutenues dans leur énergie pour donner d'elles-mêmes pour y arriver, parce que ce n'est pas toujours facile. Cette neutralité, elle s'entend aussi dans le sens où le médiateur, lui, n'a pas d'objectif prédéterminé. Il n'a pas pour objectif d'influencer plus comme ci que comme ça, ou de dire c'est mieux comme ci ou comme ça, ou de réussir dans ce sens-là plutôt que dans ce sens-là, ce qui n'est pas le cas ni d'un avocat, ni d'un thérapeute, ni d'un juge, qui vont, eux, avoir des objectifs pour les personnes. Le médiateur, il n'a pas d'objectif pour les personnes, il a pour objectif de permettre aux personnes de définir leurs objectifs. Ce sont les leurs et ce ne sont pas celles du médiateur. Le médiateur, il a pour objectif de créer les conditions pour la résolution, mais il n'a pas d'objectif personnel. Cette neutralité, elle s'entend aussi dans le sens où le médiateur n'a pas de pouvoir de décision. Il ne peut pas prendre une décision à la place des gens, il ne peut même pas leur imposer d'en prendre. Et même si on sait bien qu'on vient là pour prendre des décisions et on va tout faire pour en prendre, au pire, il n'y aura pas de décision. Et personne n'a de pouvoir plus l'un que l'autre. C'est-à-dire que s'il y a un pouvoir, il ne peut être que commun. Et s'il y a des décisions prises, ça ne peut être que des décisions validées par les autres et non pas la décision de l'un ou la décision de l'autre. Donc, c'est un espace qui garantit l'absence de pouvoir que le pouvoir qu'on se donne à soi-même. Et donc, ça, souvent, c'est sécurisant parce qu'au pire, en médiation, on aura juste perdu un peu de temps.
Mais à aucun moment, on ne peut se voir imposer quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord. Bien sûr, on va tout faire pour se mettre d'accord et on a l'outil pour ça. La médiation, c'est vraiment l'outil pour ça. Mais ça va permettre effectivement de sécuriser, d'avoir un espace sécurisé. Donc la confidentialité, la neutralité du médiateur. L'autre règle, c'est qu'on fait de la médiation dans le respect de la loi. Alors, et pas dans l'illégalité. On a beaucoup plus de liberté qu'un juge n'en a quand lui, il est obligé de décider, il est obligé d'appliquer la loi comme ça et pas autrement. On a beaucoup plus de liberté même que la loi ne le prévoit parce qu'il y a plein de règles qui sont là que pour départager. Mais si on est d'accord pour pas s'embêter avec elles, certaines règles, on ne peut les écarter. Donc, c'est un espace de liberté par excellence parce qu'on a beaucoup plus de liberté que la loi même le prévoit, puisqu'on peut même imaginer des choses qui n'existent pas dans la loi, et c'est bien normal parce que la loi est toujours en retard sur la vraie vie. Moi, quand j'ai commencé, il ne fallait pas entendre parler de résidence alternée. Les juges, même si les gens l'avaient déjà mis après en œuvre dans leur séparation, moi j'ai commencé en 95, la résidence alternée, elle a commencé à se mettre en œuvre dans les années 2000, même un peu avant déjà, pour des couples un peu avancés. Il ne fallait surtout pas en parler parce que les rapports de pédopsychiatres disaient on ne se fait pas une personnalité sur 2 domiciles. Bon, depuis, on a vu des enfants qui se portent très bien en garde alternée, d'ailleurs plus de 80% s'y adaptent très bien. On a même vu plein de cas de figure et on sait que ce n'est pas un problème. Heureusement qu'il y a des gens qui étaient libres pour le faire et qui ont allé aux lois pour faire avancer et qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des enfants qui se portent mieux en garde alternée que sur un droit de visite classique dans les séparations. Donc, pour vous dire qu'on a beaucoup plus de liberté que la loi même le prévoit, puisque la vie est toujours en avance sur la loi. Mais pour autant, il y a des règles, on ne peut pas écarter et on fait avec le droit. Donc, on fait de la médiation, non pas dans l'illégalité, et le droit peut être une composante des situations et on va faire avec. Et parmi les règles que j'aime bien dire, c'est le respect. Il ne peut pas y avoir de médiation, mais comme dans la vie, mais particulièrement en médiation, s'il y a la violence, pression, manipulation, et je dis même dissimulation, c'est mon petit mémo technique, parce que si on cache quelque chose d'essentiel sans lequel l'autre n'aurait pas dit oui, on a faussé la réalité. Donc le médiateur, il va être garant de cette sécurité du processus, et si même il y a de la violence ou de la pression, de la manipulation en dehors des temps de médiation, il invite chacun à lui signaler pour se recadrer et pour se respecter. C'est absolument essentiel. Donc à la fois, on va pouvoir aller loin dans l'intensité du conflit et se dire des choses fortes, voire même intenses et violentes verbalement, et en même temps, on va se recadrer pour avancer. Car le conflit ne peut pas ne pas être intense, mais en même temps, on doit pouvoir être en sécurité dans la gestion de ce conflit. Donc, c'est ce que va faire le médiateur un peu sur le fil du rasoir, puisqu'à la fois, il dit il faut vous respecter, et en même temps, il va autoriser même les émotions qui n'attendent pas qu'on les invite pour s'inviter toutes seules et parfois être très virulentes, surtout si on les a fermées longtemps dans un petit placard pour ne pas les dire, et que là, on a l'espace pour les dire. Elles vont parfois être virulentes et en même temps, elles nous apportent beaucoup d'informations sur là où on en est, parce que c'est jamais pour faire joli ou pour jouer à la comédie que les émotions arrivent. Elles nous parlent de là où on n'en peut plus. Donc à la fois, et en même temps, cette émotion virulente peut être vécue comme une forme d'agression et une forme de violence. Et l'autre va dire, mais c'est extrêmement violent ce que j'entends. Donc à la fois, on va écouter et en même temps, on va se recaler pour se respecter. Et s'il faut se parler autrement, il va falloir se parler autrement, quitte à faire une petite pause. Donc j'aime bien dire que c'est un espace sécurisé dans le respect de la loi et en même temps avec beaucoup plus d'amplitude, de possibilités et de possibilités laissées à une autre forme de liberté et à la créativité d'imaginer une autre forme de relation. Donc, il va falloir bientôt que je m'arrête, je crois, donc fais attention. Combien? 5 minutes. 5 minutes encore, mais je suis dans les temps. Donc, la médiation, voilà, les règles. Donc, c'est un processus, une progressivité. Il faut qu'on aille large pour revenir à l'essentiel et aux solutions après. C'est une qualité d'écoute
empathiques et des outils de communication que sont ceux du médiateur qui vont nous permettre d'aller plus loin dans la médiation. Et c'est aussi des règles qui sont à la fois très strictes et en même temps souples, confidentialité, neutralité, respect de la loi et de l'autre, et c'est un processus libre et volontaire. Pour venir en médiation, il faut être d'accord pour y venir, d'accord pour continuer, pour terminer, pour signer s'il y a quelque chose à signer. On peut s'arrêter à tout moment. Donc là aussi, on a la garantie de ne pas être enfermé dans un processus. Si on veut arrêter à un moment donné, on arrête. Bien sûr, on dit bien, pour y arriver, il faut quand même quelques séances. Si vous venez à une seule rencontre, ce n'est pas utile. On ne va pas avoir les moyens de dérouler le processus. Donc, venez avec l'idée qu'il va falloir quand même quelques heures pour y arriver. Mais, si jamais, pour X raisons, vous voulez arrêter, c'est un processus libre et volontaire. Donc, c'est à la fois ces règles-là qui sécurisent et qui en même temps protègent et en même temps permettent beaucoup de liberté. La qualité d'écoute et la qualité de l'intérêt pour la relation et pas uniquement pour les personnes. Qu'est-ce qui fait que cette relation n'arrive plus à avancer? Et le processus qui fait le caractère opérant de la médiation et qui fait que c'est efficace. Alors après, il y a quelques limites quand même, hein, effectivement, la violence, les limites psychologiques, les limites contextuelles. Donc la médiation n'est pas possible dans tous les cas, mais comme je vous disais, dans au moins 70% des cas, elle peut être proposée. Vous n'allez pas le savoir à l'avance parce qu'on ne sait jamais, même nous, on ne sait jamais quand la médiation, c'est le bon moment. Hein. Mais on va l'informer, la proposer et c'est les personnes qui vont nous dire oui, c'est possible maintenant parce qu'on est dans les bonnes conditions et on valide l'intervenant et on peut y aller et on y va. Donc vous pouvez des fois vous dire est-ce que c'est à la limite, à partir du moment où vous êtes informé, sachez que c'est un outil qui peut être proposé comme un soutien psychologique, comme la PMI, comme parfois, des fois, aller au commissariat de police pour faire dire stop, parce que c'est aussi ça. Que aussi des avocats peuvent informer et que les psychologues peuvent être là. La médiation, c'est un outil parmi d'autres qui va venir s'insérer dans tous ces outils-là, tous ces tiers aidant dans le conflit. Et là, l'avantage, c'est que ça crée un espace en plus où ils vont pouvoir se parler, alors que quand on n'est que chez l'avocat, que chez le psychologue, que à la PMI, chaque interlocuteur va s'occuper de l'un ou plus de l'enfant, mais il n'y a pas forcément un espace, voilà. Et ça peut, alors évidemment, on ne va pas faire de la médiation avec de la violence, et c'est vrai que la question d'intervenir en situation de violence extrême est toujours une question délicate pour le médiateur qui engage sa responsabilité. Certains médiateurs ou associations vont refuser d'intervenir, mais c'est toujours la liberté et la déontologie et l'éthique du médiateur. Et parfois, ça va être au contraire utile parce que parfois, justement, on a des situations d'extrême violence où on va protéger d'abord l'enfant, la mère et empêcher. Et souvent, moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit « mais on nous a privé notre séparation, on n'a eu aucun espace et pourtant il fallait qu'on discute pour les enfants malgré tout et on aurait aimé un espace sécurisé à ce moment-là ». Donc après, voilà, ça va être vraiment le médiateur qui va évaluer est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas. De la même manière, on s'est posé la question et on se pose la question de est-ce qu'on peut faire la médiation avec une femme enceinte? C'est une vraie question parce que la médiation, c'est de l'attention, c'est de l'émotion. Et là aussi, ça va être vraiment au cas par cas et c'est toujours les personnes qui vont dire oui, je viens ou non, je viens pas. Elles seront toujours libres. Nous, on va les aider à évaluer. Est-ce que c'est faisable, pas faisable? Des fois, ça peut être bien finalement quand même d'avoir un espace sécurisé ou pas maintenant et ça sera peut-être plus tard. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit, l'essentiel de ce que je voulais dire. J'aurais encore plein de choses à dire, mais je pense que je vous en ai assez dit et je vous ai dit l'essentiel pour que déjà vous puissiez commencer à réfléchir et puis peut-être poser des questions. Merci de votre attention. Merci. Est-ce que vous avez des questions, peut-être par rapport au sujet qu'on avait un peu listé? Pensez aux familles recomposées notamment. Qui vient en médiation?
Ça peut être une question qu'on peut se poser. Est-ce que les enfants viennent? Voilà. C'est ça. Qui vient en médiation? Alors, c'est vrai que souvent, on commence toujours par travailler quand même avec les parents. Et après, une fois que les parents ont un peu défini et aussi fait le ménage dans leur relation, on va éventuellement dire que là, peut-être qu'il y a à travailler avec des enfants entre eux ou avec les enfants et un beau-parent. Hein, et on va ensuite avancer en 2 temps. Hein. Mais bien sûr, ça pose souvent des complexités qui peuvent être importantes. Tout est possible en médiation, tout va être question d'évaluation et de cas par cas. Et dans quel ordre on va mettre les choses. En tout cas, on ne met jamais tout le monde, les enfants, la belle famille et tout le monde comme ça. Hein, parce que là, ça peut faire un gros bazar. En général, on travaille d'abord en recevant individuellement les personnes, on va évaluer ce qu'on peut faire. Et souvent, quand même, on met d'abord les parents ensemble, éventuellement les beaux-parents. Et après, on dit, bah oui, mais là, il faut quand même travailler entre parents et ados ou entre 2 ados. Et après, on va y aller, après avoir vérifié ensemble les conditions qui sont les bonnes pour pouvoir travailler. Je ne sais pas si ça répond à la question. C'est intéressant de souligner. C'est vrai. Moi, j'ai une petite question. Vous avez dit que ce n'est pas forcément pour résoudre des problèmes de séparation, même si j'imagine que c'est souvent... La grosse majorité, on arrive au moment de la séparation, mais il y a quand même des cas où on est plutôt dans la gestion du conflit. Voilà, parce que je suis sur la plaquette là, je regarde la dame qui est au milieu et qui parle d'un problème de visite ou de contact avec son petit-fils. Et finalement, et c'est pas que chez les sages-femmes qu'on voit ça, mais souvent les grossesses et les naissances révèlent aussi des relations familiales extrêmement compliquées et des familles qui ne se parlent plus ou des morceaux de famille qui ne se parlent plus. Et donc, la médiation familiale, et j'avais jamais pensé à ça, peut être aussi un moyen, si j'ai bien compris, de permettre aux gens de se parler à nouveau. Oui. Alors là, j'imagine qu'on ne ramène pas l'asthma d'un côté, l'asthma de l'autre. C'est peut-être déjà 2 personnes au départ, mais effectivement, combien on entend de « ben non, je ne vois plus mes parents ». Oui. Ou « monsieur ne voit plus ses parents ». Un fossé, déjà même avant que l'enfant arrive, un fossé de communication. Alors, vous avez raison d'élargir, hein, effectivement, on pense beaucoup aux séparations et aux divorces, mais en fait, effectivement, on peut intervenir dans les relations parents, grands-parents et enfants adultes. Hein. On peut intervenir aussi sur la période de perte d'autonomie des parents qui, là, se retrouvent avec des enfants qui prennent du pouvoir adulte, hein, et aussi la famille complète, où il peut y avoir des conflits importants pour accompagner la perte d'autonomie d'un parent vieillissant. Et donc ça, c'est par exemple des situations familiales qu'on peut avoir en médiation. Alors, c'est vrai que quand on a des grands-parents qui veulent voir leurs petits-enfants, mais qui ne les voient pas parce qu'ils sont en rupture avec leurs propres enfants, alors ils ont une action judiciaire hein, s'ils veulent, mais elle est souvent assez aléatoire parce que le juge va quand même privilégier la relation parent-enfant plutôt que la relation petits-enfants-grands-parents. Hein. Et que même s'il ordonne un droit de visite pour les grands-parents, si ça se passe tellement mal avec le parent, ça va être quand même difficile pour l'enfant là-dedans. Donc là, on va travailler en médiation entre les grands-parents, parents et le parent adulte pour vraiment travailler ça et permettre d'arriver à ce que quand même il y ait un lien grands-parents, petits-enfants, mais avec l'adhésion du parent. Donc ça peut être un champ de la médiation familiale qui peut avoir lieu. Il est plus rare, il est souvent assez difficile parce que le conflit est très enquisté depuis longtemps. Donc, ce n'est pas des médiations faciles, mais ça peut marcher. Ça peut marcher. Moi, je pense à une chose pour mieux orienter par rapport à dans les situations de conflit de couple entre les conseillères conjugales et un médiateur.
La différence? Oui, la différence. Pourquoi plus l'un ou plus l'autre selon la Alors, situation, moi, selon la situation. ouais. Moi, je ne connais pas vraiment le métier de conseiller conjugal, mais c'est vrai que le conseiller conjugal va plutôt travailler sur la dynamique, l'harmonie, le bien-être du couple, hein, pour qu'il trouve d'autres façons d'être plus dans l'harmonie. Enfin, c'est l'idée que je m'en fais, puisque avec des outils qui sont différents. Le médiateur, lui, il va s'intéresser particulièrement au conflit, en fait. Hein. Il est formé pour gérer le conflit. Le conseil conjugal va plus être dans ce couple s'éteint, il trouve plus son tonus, il peut gérer aussi le conflit. Oui. Hein. Mais là, le médiateur, lui, va plus être, on est en conflit, c'est pas forcément la dynamique du couple, on n'est plus d'accord pour vivre comme ça. Hein. On n'y arrive plus, on est au bord de la séparation et on ne veut pas se séparer. Hein. Les couples que j'ai eus qui ne se sont pas séparés, c'est-à-dire, bon, on n'y arrive plus, on est en conflit, on n'arrive plus ensemble, on a été voir des avocats, ils nous ont vendu un divorce, on n'en veut pas. C'est pas ça qu'on veut. On veut continuer autre chose. Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes en conflit? Et là, on va s'intéresser au conflit. De quoi parle ce conflit? À quoi il vous sert ce conflit? En quoi il est utile? De quoi il parle? Donc, on est particulièrement le compétent pour le conflit. Alors que le conseil conjugal ne va pas forcément avoir... Alors, il peut traiter du conflit aussi, parce que généralement, il y a du conflit, il y a de la mésentente, il y a quelque chose qui ne va plus dans le couple. Mais on ne fait pas le même travail, c'est pas la même chose. Nous, on va pas travailler sur redynamiser l'ambiance du couple. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive plus ensemble? Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Je me permets de juste compléter. Le conseiller va proposer des solutions, va proposer des outils, voilà, des outils thérapeutiques vraiment. Oui, et donc va interférer dans la relation. Alors que le médiateur va soutenir la relation pour qu'elle se soutienne toute seule. Ouais. C'est ça la différence. Pour qu'elle trouve ses propres nouvelles ressources, pour faire émerger ses ressources. Ça fait un peu penser à la médecine narrative, un petit peu. Oui, c'est principal. Tout à fait. C'est un espace où le narratif va pouvoir raconter, va pouvoir exprimer. On ne va pas donner de conseils, on ne va pas être expert, même si par ailleurs on a une casquette de psychologue, juriste ou que sais-je. On ne va pas amener ça. On va plutôt encourager les personnes pour qu'elles aillent trouver elles-mêmes les informations et les amener éventuellement là pour échanger avec l'autre. Mais on ne va pas conseiller, contrairement à la conseillère conjugale. D'accord. Et ensuite, évidemment, il y a les séparations, il me semble. Je ne suis pas certaine que les conseillères conjugales et familiales interviennent pour des couples séparés, alors que nous, on va aussi faire couple séparé et plus large, comme vous disiez, relations parents-enfants, même parents-ados. On peut intervenir parents-ados aussi. Donc, c'est c'est pas que le couple. Oui, bien sûr. Là, je parlais sur la situation d'un couple, parce que c'est tous les jours, cette situation-là. Et moi, naturellement, je pense souvent à la conseillère conjugale. Oui, mais ça peut être une orientation. Hein. Après, les gens vont aller voir ce qu'ils ont besoin, en fait. Et concrètement, où est-ce qu'on vous trouve? Alors, c'est bien de poser cette question-là. Donc, sur Nantes, par exemple, on va trouver des associations de médiation qui elles, sont conventionnées, c'est-à-dire vont, notamment par rapport au tarif, avoir un tarif dégressif, mais elles vont principalement s'occuper de la séparation, je crois. Post-rupture. Post-rupture. Séparation et post-rupture. Et puis, vous avez tout un tas de réseaux de médiateurs libéraux dont je fais partie. Alors, moi, je suis à Vertou, mais je reçois aussi à Nantes parce que je suis encore avocate, même si je ne fais plus du tout de contentieux judiciaire. J'ai encore ma casquette d'avocate et donc je peux recevoir à la maison de l'avocat. Alors, moi, on me trouve sur Internet. Je suis Catherine Robin Médiation, vous me trouvez. Je fais partie d'une association qui s'appelle Atlantique Médiation, qui regroupe des médiateurs libéraux d'origine différente.
Donc, il y a le secteur conventionné, associatif, on va dire, et puis le secteur libéral. Il y en a de plus en plus, hein, les médiateurs, il faut regarder sur Internet, dans l'annuaire. Il ne faut pas hésiter éventuellement, vous, à aller voir, à vous faire votre petit réseau qui vous conviendrait, à les appeler, comment vous fonctionnez, vous faire votre propre idée. Alors, c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas une profession réglementée. Oui, c'est ça que je vais poser comme question. Par rapport à la formation, comment qui se fier, quoi. Ouais. Alors, c'est un petit peu embêtant parce qu'on a des niveaux de compétences assez disparates. Alors, une garantie est quand même le diplôme d'État de médiateur familial. Ah oui, un diplôme d'État. Il y a un diplôme d'État. Il y a un diplôme d'État et là, vous pouvez faire confiance à ce diplôme dont vous avez les. C'est dans ce cadre-là, du coup, c'est dans ce cadre-là que cette intervention a lieu. Et donc, les médiateurs en association conventionnés par la CAF, donc tarifs en fonction des revenus, sont tous des médiateurs familiaux obligatoirement diplômés d'État. Oui, il y a des aides, il y a des possibilités d'aide financière. Enfin, alors, le paiement, quand on a le droit à l'aide juridictionnelle, c'est gratuit. Et ensuite, c'est de 2 € la séance à 150. C'est indexé au revenu. Mais ça, c'est que pour les postes rupture. Oui, c'est rupture et postes Rupture ou parents ados ou parents dépendants, mais en tout cas pas couple en conflit qui souhaitent rester ensemble. Là, il faut se tourner vers les libéraux, les conseillers conjugal et familial. Alors, dans les libéraux, vous avez des gens qui ont le diplôme de médiateur familial, donc ça, c'est quand même une garantie. Après, il y a quand même beaucoup d'autres médiateurs qui peuvent être compétents parce que, en fonction de leur cursus, ils ont été thérapeutes, ils sont devenus médiateurs. Moi-même, je n'ai pas le diplôme d'État de médiateur familial. Je devrais l'obtenir par la VAE, mais encore faut-il que je rentre dans les cases. Et je fais de la médiation familiale depuis plus de 10 ans et ça marche très bien. Mais j'ai complété ma formation et je me suis formée bien plus que mon certificat de compétences initiales. Il y a souvent des notaires, par exemple, qui ont une longue expérience. Normalement, exiger quand même une formation minimum, demander quelle est la formation. On a tendance à dire aujourd'hui que, mais c'est difficile pour vous de vérifier ça, mais en dessous, un minimum de 200 heures de formation, on n'est pas tout à fait professionnel. C'est dur de vérifier, effectivement. Mais c'est dur de vérifier. C'est ça. Donc, dans le doute. C'est vrai que les associations, il y a ce gage-là. Voilà, j'ai une précision, parce que tu disais post-rupture. Moi, en tout cas, dans mon association, mais c'est vrai que parfois, ça dépend des territoires, c'est des choix, voilà. Il y a aussi, les couples sont reçus s'ils sont en réflexion sur la séparation. Si c'est un sujet, c'est bon aussi. Voilà. Donc, ils peuvent vivre encore ensemble, etc. Mais les conflits sont tels que c'est un sujet. Je pose la question. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est ça. Et est-ce qu'on peut trouver des médiateurs dans les maisons de quartier ou centres sociaux? Est-ce que ça existe? Alors, il y a des informations, souvent à la médiation, les MJD, les maisons de justice et du droit, et parfois sans doute certains endroits, il peut y avoir des permanences d'informations sur la médiation, mais en général, ils ne sont pas intégrés. Alors, moi aussi, dans mon association, on intervient, en fait, les associations sont par département. Donc, ici, dans ce département, il y en a 2 ou 3. 3. Et souvent, elles ont des antennes dans les villes aux alentours. Et souvent, les antennes sont dans ce type de lieu. Oui. Voilà, parce que quand on parlait de précarité, et Nantes, c'est une grande ville qui évidemment, malheureusement, sont lourds de précarité. Et nous, on voit avec nos patients, déjà, aller faire une consultation chez un médecin, c'est compliqué. Oui. Alors, si en plus, il faut, même si le coût peut être pris en charge par la caisse d'allocation familiale, s'il faut se déplacer loin, aller dans un lieu un peu officiel, comme une maison de l'avocat ou un lieu juridique, je ne sais pas que ce soit compliqué, mais si effectivement, il y a des antennes parfois. Alors, il faut trouver peut-être le contact par une assistante sociale, je ne sais pas. Alors, regardez avec les petits flyers qu'on vous a mis à votre disposition, l'adresse, je pense que dans certains cas, ça correspond à des centres sociaux. Vous voyez, c'est mis par exemple pour Linkia, l'association, qui a une antenne à Basse-Goulaine, Guérande, donc Nantes, Nozay, Parbeuf et Saint-Nazaire, et certainement que dans certains cas,
Comme ils y sont qu'un jour par semaine, ils n'ont pas un bâtiment à eux. Non, Ils sont dans des locaux de quelque chose de plus grand et donc souvent dans le social parce que ça reste une profession dans le social. Pour avoir un ordre d'idée, en libéral, les tarifs, j'imagine, varient d'une personne à l'autre, mais quel ordre d'idée on peut donner nous? Alors, c'est vrai que les honoraires sont libres. Hein. Actuellement, ça tourne autour entre 50 et 80 € de l'heure. Sachant qu'effectivement, il faut compter au moins 4 heures par personne. Hein. Donc, c'est vrai que ça fait un petit budget. L'aide juridictionnelle, malheureusement, n'est pas très facile à mettre en œuvre. Donc, moi, personnellement, j'ai un peu abandonné l'aide judiciaire. Je préfère faire un tarif, entre guillemets, dit solidaire. Donc, voilà, donc je m'adapte. En fait, je dis c'est ouvert, le sujet. Moi, je suis à 70 € de l'heure. Je dis c'est ouvert et je peux m'adapter à certains revenus bas, voire une fois, pas plus, pas trop souvent, mais d'arriver à certains moments de gratuité dans certains cas extrêmes. Évidemment, je ne peux pas me permettre en tant que libéral de le faire trop souvent. Et je me dis que je m'y autorise au moins 1 à 2 fois par an, éventuellement. Du coup, pour la comparaison, c'est avec le tarif conventionné. Donc, on a dit c'est de 2 à 130 € à peu près. Et donc, c'est par des paliers. Donc, de mémoire, hein, quelqu'un qui serait autour du SMIC va payer 5-10 € la séance, sachant que chacun des participants paye sa part en fonction de son revenu. Donc, par exemple, dans l'éventualité de quelqu'un qui gagne 5 000 €, ça va être 130 €. Ce que je veux dire, c'est que selon le haut niveau de revenu peut parfois orienter vers un libéral, ça ne va pas finalement être si différent. C'est-à-dire que si un des membres du couple gagne 5 000 €, lui, il paiera 130 € sa séance, et si l'autre est au RSA, paiera seulement 2 €. Après, c'est toujours pareil, c'est remettre dans les proportions, c'est-à-dire que si l'idée, c'est d'éviter que le conflit aille jusqu'au judiciaire, on est bien en deçà, même avec un libéral, des tarifs qui se pratiquent avec voilà. Donc, ça peut permettre aussi un autre point de vue de l'investissement qu'on occasionne avec la médiation libérale. Alors, si effectivement on est en pré-divorce ou quelque chose comme ça, le fait de faire une médiation va être un coût, mais va permettre une économie telle en procédure contentieuse que c'est presque avantageux. C'est un tarif énorme. Donc, vous voyez parfois les couples un peu âgés, j'imagine. Je vois tous les âges, vraiment tous les âges, même les couples âgés. C'est vrai, oui. Voilà, oui. Ça, c'est vraiment la période actuelle. Hein. Et puis, on voit aussi tout type de couples. Hein. On voit des couples donc, maintenant homosexuels. Hein, oui, parce que la loi est un peu, au niveau des enfants, est un peu floue. Oui, et puis, quelle que soit la loi, ça reste une relation parentale et qui j'ai déjà lu que c'est compliqué en cas de conflit ou de séparation. Oui, ça peut être compliqué. Parce que les droits du coparent, ça peut être. Et c'est là où la liberté de la médiation permet de prendre en compte des relations affectives qui ne seraient pas prises en compte par un lien légal. Aussi, par un lien légal. Mais qui fait sens pour tout le monde, en fait, parce que l'enfant a été élevé par cette personne, et même si... Et d'ailleurs, on est assez étonné comment ces couples, même si la loi n'accorde pas de droit équivalent aux deux, ils se considèrent souvent dans une égalité, hein, même si parfois c'est l'inverse. Et que du coup, il y a le même travail à faire de manière équivalente, alors que le cadre légal n'est pas du tout le même. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions qui vous viennent? Des questions, des attentes Que vous avez d'autres situations que vous souhaitez nous partager qui vous sont venues au cours de la conférence auxquelles vous êtes confrontés? Est-ce que ça vous a éclairé par rapport à... je ne savais même pas ce que vient le médiateur familial. Oui, ça va être plus facile maintenant d'imaginer, de proposer. Oui, d'accord, c'était un peu le but. Hein, je me doutais un peu du travail, mais je n'avais pas de notion du tout aussi précise.
Et la relation, la différence entre la médiation et la thérapie vous semble plus claire aussi tout à fait. Oui. Il y a parfois des psychologues qui sont médiateurs aussi. Oui, c'est ça. Mais c'est toujours pareil pour le professionnel médiateur qui a eu une autre activité, c'est vraiment sortir de son activité d'avant. Donc c'est un vrai travail intellectuel. Le psychologue, s'il commence à trop analyser dans l'analyse du psychisme, il perd sa vocation de médiateur qui n'est pas que tant s'intéresser aux personnes que s'intéresser à leurs relations. Oui, moi je croyais que c'était ça, la médiation. C'est un travail psychologique. On sort d'une famille à plusieurs au lieu d'être en Oui, d'accord. C'est pas plus de la thérapie familiale. Oui, sûrement. Et justement, les personnes que je vois venir en médiation, souvent sont, entre guillemets, un petit peu rebutées par l'aspect thérapie, travail sur soi, etc., auprès des psychologues. Et souvent, aller voir un médiateur leur permet de dire des choses parce qu'elles n'ont pas le sentiment d'être complètement scannées de pied. Et donc, par le fait de dire et de l'interaction à l'autre, elles arrivent par le médiateur. On peut même observer parfois que des gens très réfractaires à l'analyse psychique, à aller voir le psychologue, vont commencer à se rendre compte que peut-être ça peut être intéressant d'aller plus loin. Parce qu'ils ont passé ce cap-là, alors qu'ils sont très réfractaires au départ. Ils ont pu constater qu'ils pouvaient parler. Oui, déjà, c'est ça. Et être entendu. Et que ça fait du bien d'être parlé. Et dire ce qu'on souhaite dire. Moi, je trouve ça riche quand on veut dire à une patiente, puisque si on parle en termes de sage-femme, qu'aller chez un psychologue, c'est déjà un pas de grand courage. Ça reste encore tabou dans notre société. Et puis qu'on peut dire ce qu'on veut. Et qu'une fois que la porte est fermée, on laisse tout et on s'en va. Et chez le médiateur, peut-être qu'ils vont comprendre ça. On peut dire des choses sans être jugé. C'est ça. Ça leur fait un personne ne le sache aussi. Sans personne ne le sache. On dit souvent que la médiation n'a pas de visée thérapeutique, mais elle peut avoir des effets. Et en fait, la grande distinction, c'est aussi qu'on se concentre sur le présent et le futur. Et on ne va pas, a priori, sauf si les personnes le demandent, se concentrer sur le passé, l'histoire passée. Et on va se baser vraiment sur des éléments très concrets. Qui garde le chien, qui garde la maison, les enfants, quel jour à quel jour sont chez papa, quel jour. Voilà. Et en fait, c'est un prétexte pour travailler la relation, mais eux, ils arrivent avec des éléments très concrets et ça peut être rassurant de se baser sur ça. Ça parle de la relation. C'est ça, même si tout parle de la relation. Tout parle de la relation. En tout cas, c'est vraiment un super outil. Et vraiment, la médiation mériterait qu'on lui fasse enfin la place et qu'elle puisse vraiment puisse être identifiée. Parce que les gens ne savent pas qu'ils ont besoin, mais ils ne savent pas qu'il y a cette offre-là, en fait. Et ça participerait vraiment à pacifier la société dans son ensemble, je pense. C'est combien de temps la formation de diplôme d'État? 2 ans, 1 semaine par mois. On est en formation et on a un stage à faire qui s'étale sur 6 mois, mais qui est 1 ou 2 jours par semaine, parce qu'en fait, le but, c'est de suivre un processus de médiation, donc on dépend des disponibilités des familles. Et oui, vous faites du coup des médiations en binôme, en stagiaire. Oui, et il y a aussi, en tout cas en association, j'imagine en libéral aussi, parfois des médiations qui sont faites en co-médiation, donc il y a 2 médiateurs, parce que la situation est particulièrement complexe, et donc il paraît opportun d'avoir 2 médiateurs. Et ces heures de stage-là nous permettent d'élaborer un mémoire aussi, et de pouvoir le soutenir quelques mois plus tard. 2 ans et oui, c'est un peu plus tôt, je veux dire ça, mais c'est du coup votre mémoire, c'est des cas concrets que vous avez. On peut s'inspirer de ça pour étayer nos propos de notre mémoire de recherche, d'initiation à la recherche. Oui, il faut qu'on fasse un lien entre la théorie et la pratique et qu'on on en tire des conclusions sur notre pratique de médiateur. C'est assez clinique. Oui, c'est vrai.
Mais du coup, c'est vrai qu'avec le devoir de confidentialité, ça doit pas être facile de trouver des stages, en fait, non? Ou d'être accepté aussi par... Alors après, on peut parler d'une situation sans nommer ou sans donner d'éléments qui permettent d'identifier la personne. Donc, parce que ça pourrait mettre mal à l'aise peut-être aussi les parents, justement. Après, on ne va pas, dans le mémoire, détailler du début jusqu'à la fin tout ce qui a pu être dit dans une médiation. On va, par exemple, mettons que je fasse un mémoire, ce que j'envisage de faire, sur les séparations à l'arrivée d'un enfant. Je me souviens d'une dame qui a dit qu'en médiation, elle a dit en médiation que le fait d'avoir une fille avait réveillé en elle sa féminité. Et je pourrais juste citer ça, voilà, pour parler du changement d'identité, de la crise identitaire qui survient au moment où on ne devient pas. Mais je ne vais pas dire plus, donc ça ne permet pas d'identifier. Certainement que des centaines de femmes se sont dit ça. C'est le même principe que notre devoir de confidentialité comme professionnel de santé, pour les stagiaires aussi régulièrement, elles sont de fait soumises au secret de la manière précédente. Et est-ce que vous pensez que le fait que les sages-femmes en libéral vont plus accompagner des familles, des femmes dans la durée, serait plus propice à orienter vers la médiation? Est-ce que les sages-femmes libérales seraient plus à une place, ça correspondrait plus que les hospitalières? Oui, ouais, c'est une question que je me pose. Oui, parce qu'on est là plus longtemps, forcément. Je pense que c'est plus facile pour mes collègues qui les voient et qui doivent souvent gérer beaucoup de choses. Oui. Ouais. Vous êtes dans l'urgence un peu, quoi. On est dans l'urgence ou si c'est pas dans l'urgence, c'est une organisation où on les voit pas une par une, les dames. C'est 15 dans la même journée en même temps. C'est pas et 15 problématiques. Donc, et après, je pense que et même d'ailleurs des différences entre le libéral au cabinet ou à domicile. Oui. On voit certaines choses à domicile qu'on ne voit pas. Et ça, oui. Voilà. C'est encore une autre dimension. Ça va du mari en caleçon à... Ouais, pas en caleçon, quoi. La belle famille qui est là. Consultation de cannabis dans l'entrée. Ou bien les 5-6 chiens. Non, c'est vrai qu'on va beaucoup de choses. Peut-être qu'à Valence, c'est aussi... après, du coup, ce qui est varié. Ouais, on n'est pas en ville. Enfin, je pense que... Il y a aussi des situations difficiles, mais pas... Enfin, voilà, je pense que c'est... Je pense qu'en ville, on... peut-être plus de variations. Il y a peut-être plus d'extrêmes. Ouais, situations, ouais. Après, moi, je me dis de remarquer certaines situations dans les jours autour de la naissance, de les remarquer, c'est que c'est quand même aigu. C'est aigu. Oui. Là où, effectivement, moi, je le ressens, ce besoin de donner, d'orienter. Mais au niveau du temps, tu n'as pas forcément le temps de... on le prend et puis on finit à 23h. Voilà, c'est toujours le même problème. Il y a pas de personnes qui peuvent faire l'interface. Après, parfois, on prend mal. Moi, je sais qu'il y a des situations parfois où je vais être vraiment dans une écoute pendant 15-20 minutes, ce qui est déjà très long. Et au bout d'un moment, je suis obligée de dire stop, de stopper, et je suis plus du tout dans une écoute, je suis dans le oui, bon, faudra lui dire ci, faudra faire ça, et je donne des directives. Alors, et je me rends compte que c'est horrible ce que je fais, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, quoi. Mais il faut, et c'est peut-être plus délétère qu'autre chose finalement, mais bon, je me dis, au moins il y a eu 15 minutes d'écoute. Oui, c'est ça, oui. En même temps, je trouve que c'est un moment aussi qui est tellement intense dans leur vie que les choses, des fois, sortent plus vite aussi. Oui, finalement, dans le relationnel qui est sur un temps plus bref, ce relationnel, il est aussi très intense quand on les accompagne au moment de la naissance ou juste après. Et parfois, même sur un temps très bref, finalement, il y a une vraie relation de confiance qui peut se créer et puis laisser la porte ouverte à ces suggestions-là, finalement. Ouais. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup pour votre présence. C'était super. Et puis on espérera que les personnes en replay en profiteront autant. Ouais. Merci à Catherine pour votre... Merci à vous de m'avoir invitée. Moi, c'est toujours un plaisir de parler de médiation. Super. On a pu l'entendre.